troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de notre invité Makaila Gebla et de notre éditorialiste Alfred Chango. L'actualité économique à présent face à la presse ce mardi 11 juillet 2017 à Yaoundé au Cameroun. Abbas Mahama-Touli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, a été ferme. Une dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour. On fait le point avec Deogracias Podo. Réunis le 11 juillet 2017 à Yaoundé, les responsables de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC ont démenti la rumeur persistante sur d'éventuels projets de dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC. Le gouverneur de l'institution parle d'informations fantaisistes dans la mesure où elle ne cible que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, épargnant délibérément l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pourtant, les deux zones ont en partage la même monnaie. Les rumeurs sur la dévaluation du franc CFA ont cours depuis quelque temps. Entretenues sur les réseaux sociaux et par une certaine presse, ces mesures apparaissent de manière épisodique sur la scène sous-régionale depuis le milieu des années 90, après la dévaluation intervenue le 12 janvier 1994. Ce phénomène n'est donc pas nouveau. Et comme les autres fois, ces rumeurs sont sans aucun fondement. La spécificité aujourd'hui est que cette rumeur touche davantage la zone CEMAC, en épargnant cette fois-ci la zone UEMOA. Selon le gouverneur de la Banque centrale, la situation économique et financière actuelle de la CEMAC est différente de celle d'avant la dévaluation de 1994. Cette zone enregistre aujourd'hui un taux de croissance supérieur, prévu en termes réels à 0,8% en 2017, contre moins 0,3% en 1993. Dans le même temps, le taux d'investissement devrait se situer à 23,5% du produit intérieur brut contre 18,8% du PIB à la veille de la dévaluation. Le taux de couverture de la monnaie serait largement supérieur, se stabilisant autour de 60% en 2017 contre 14,8% en 2013, témoignant d'un coussin des réserves officielles encore confortable de près de 2 800 milliards de francs CFA en 2017 contre 165 milliards en 1993. Ces réserves officielles qui garantissent la stabilité externe de notre monnaie représenteraient 2 mois d'importation des biens et services en 2017 contre 1 mois en 1993. La communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale regroupe 6 pays. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Alors, Monsieur Gebla, est-ce que cette sortie du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui s'appuie sur des réserves de change estimées aujourd'hui à 2 800 milliards de francs CFA, vous rassure? Écoutez, ça me rassure pas totalement, étant donné qu'Abbas Touli, qui est très proche de M. Déby, et M. Déby, il y a 2 semaines, il avait fait une déclaration tonitruante comme quoi la France devait laisser une souveraineté monétaire financière à l'Afrique. Aujourd'hui, depuis une semaine, il a séjourné à Paris, il a rencontré les décideurs politiques français, il a rencontré également les décideurs politiques, économiques et financiers français. Donc, Abbas Touli qui parle, est-ce que lui, il a la garantie, effectivement, de tenir tête à la Banque de France, étant donné que le franc CFA est sous la coupe réglée de la Banque de France? Est-ce que les Africains, au niveau de l'Afrique centrale, avons-nous les moyens, les gabarits nécessaires comme l'Afrique de l'Ouest, entraînée par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont aussi effectivement des potentialités de ressources humaines capables effectivement de contredire les points de vue de Paris? Je m'interroge, est-ce qu'Abbas Touli, c'est pas aussi un chantage vis-à-vis de Paris, étant donné qu'on est depuis quelque temps dans une logique de chantage à l'égard de la France? Est-ce qu'on ne va pas endormir les gens et que le lendemain, comme ce qui s'est passé en 1994, on a endormi toute une année les Africains et la dévaluation a eu lieu? Donc je ne suis pas du tout rassuré par rapport aux propos, je dirais, démagogiques de M. Abbas Touli. Alors moi, je ne dirais pas démagogiques. Je pense effectivement qu'il connaît le cordon de la bourse, de la banque, de la BEAC. Il sait quelle est dans la réalité aujourd'hui des réserves pour pouvoir tenir ce genre de propos. Effectivement, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent justement, mais qui contribuent aussi à déstabiliser un peu les économies de ces pays, de cette zone-là. Et je crois qu'il doit rassurer justement les entrepreneurs d'Afrique centrale et puis surtout les investisseurs étrangers qui sont prêts à venir investir dans les projets de développement en Afrique centrale.
L'une des grosses difficultés de l'Afrique centrale, c'est que la plupart de ces économies sont portées par le pétrole, les hydrocarbures, mais on sait que la plupart de ces pays sont en crise aujourd'hui, liés justement à la baisse des cours du pétrole, et qu'il n'y a pas eu assez de diversification des économies. Ça pourrait faire craindre effectivement qu'à terme, il y ait ce risque-là. Mais là, pour l'instant, je crois que personne n'a intérêt justement à voir cette zone-là se déstabiliser, avec toutes les crises que l'on connaît aujourd'hui en Afrique centrale, les guerres, les instabilités dans les différents pays. Donc je crois qu'on a intérêt effectivement à ce que, économiquement, monétairement, malgré les difficultés qu'il y a aujourd'hui, que ça reste une zone stable. Bon, zone stable, je dirais, zone stable, mais si on était si stable que ça... Économiquement, voilà. Et financièrement. Et justement, donc du coup, la plupart des chefs d'État africains ont toujours brandi la menace terroriste comme étant en fait une revendication primordiale, et que ces chefs d'État font en sorte qu'à travers la menace terroriste, on réclamait des Occidentaux, des partenaires étrangers, des moyens qui leur permettront à faire face à cette menace terroriste. Or, aujourd'hui, si on n'arrive pas à stabiliser sa monnaie locale, on n'est pas compétitif à l'échelle internationale. C'est à quoi on assiste, comme vous l'avez dit Alfred, c'est que nous, nos économies africaines, notamment en Afrique centrale, reposent essentiellement sur le pétrole. Or, aujourd'hui, le pétrole au Tchad connaît un coût, en Centrafrique pareil, au Gabon, en Afrique équatoriale. Donc, il n'est pas exclu que cette menace qui plane sur la dévaluation peut arriver si jamais les chefs d'État africains ne rassurent pas eux-mêmes ces entrepreneurs, ces partenaires économiques locaux. C'est-à-dire que la dévaluation, elle n'est pas à l'ordre du jour, mais il faut rester vigilant et surtout faire les ajustements nécessaires, Alfred. Absolument, il faut rester vigilant, il faut rester prudent, exactement, et en même temps faire que les économies de ces pays-là hors pétrole puissent justement trouver une assise solide, et qu'on aille vers cette diversification qui permettrait d'éviter ce risque-là. Tant que on essaie d'amortir les effets de la baisse des cours du pétrole, on le voit, il y a cette difficulté de financement des projets, on renonce à un certain nombre de projets. J'y rajouterai également la mauvaise gestion qui caractérise ces États-là, notamment le Tchad, le Cameroun, le Gabon, qui sont des pays réputés par une mauvaise gestion permanente, récurrente, et qui décourage, je dirais bien, les partenaires économiques, notamment l'Union européenne, les Nations unies, qui ont souvent... je dirais, motiver leurs partenariats en donnant des financements énormes sans pour autant avoir un droit de regard sur ces financements qui sont souvent dilapidés et renvoyés vers les pays occidentaux. Il y a une situation assez alarmante dans nos pays. Il faut que, franchement, nos États soient beaucoup plus respectueux et rigoureux dans la gestion transparente de nos ressources. Merci. Autre info économique, d'après l'indice national des prix à la consommation du National Institute of Statistics in Rwanda, le taux d'inflation est passé à 4,8% au mois de mai 2017. Une inflation un peu plus maîtrisée, mais toujours relativement élevée. Reportage à Kigali de notre correspondant, Olivier Diakotan. Au Rwanda, l'inflation est passée de 6,5% à 4,8% de mai à juin 2017, soit une baisse de 1,7%. Elle est néanmoins en hausse de 0,8% comparativement à juin 2016, où elle était de 4,1%. En effet, l'eau, l'électricité, les transports, le logement et d'autres produits de première nécessité ont augmenté de 1,5 à 4,5% de mai à juin 2017, ce qui accentue la cherté de la vie. Ce qui est classique, c'est la variation du prix de la tomate, la bassine de tomate qui a changé drastiquement de prix au cours de ces derniers temps. Et à part la tomate, il y a certaines denrées qui sont importées, qui aussi subissent un peu les coûts. Disons, l'année passée, je pouvais acheter, je ne sais pas moi, autant de kilos de sucre, autant de kilos de pommes de terre. Et maintenant, parce que le prix a augmenté, je ne peux plus acheter
la même quantité de produits. En 2016, les autorités ont prévu une inflation de 5%, mais elle tournait autour de 6%. Elles envisagent encore une inflation annuelle de 5% pour 2017. Un objectif qui permettra à l'économie rwandaise d'être plus compétitive selon des experts. Je fais référence par exemple aux données historiques. Les 3 dernières années, les 4 dernières années. Il faut dire que le taux d'inflation au Rwanda était le meilleur par rapport au taux de la région. En matière de politique économique, avoir un taux d'inflation acceptable, donc dans la marge de 2 à 7%, selon ce qui est accepté généralement, est un bon signe. Donc, l'ambition de faire 7% est une ambition, de faire 5% est une ambition noble, et noble dans le sens où elle permet d'atteindre un niveau soutenable pour l'économie rwandaise. Le gouvernement a déjà pris des mesures comme la réduction de l'impôt sur certains produits, dont le sucre et le riz, pour mieux maîtriser l'inflation. Une mesure qui est rentrée en vigueur dès le 1er juillet 2017, marquant le début de l'exécution de l'année fiscale 2017-2018. Monsieur Ngebla, comment expliquer ce taux d'inflation toujours relativement élevé au Rwanda? Écoutez, le Rwanda est un pays, je dirais, stable dans la sous-région, étant donné que vu l'envergure de M. Paul Kagame, son envergure a fait en sorte que ce pays est devenu stable pendant un certain temps. Aujourd'hui, on nous annonce une inflation de ce taux-là qui inquiète un peu, effectivement, les ménages, les foyers, étant donné que l'inflation touche notamment les denrées de première nécessité, dont le sucre, les aliments, la farine, etc. Donc, j'aurais souhaité que le pouvoir rwandais puisse quand même accorder une attention particulière aux demandes sociales de populations locales, mais on a l'impression que cette inflation en fait, ne tient pas compte des revendications sociales et ce qui va, si on ne fait pas attention, créer une crise énorme dans le pays, étant donné que le Rwanda, pays certes est stable, mais risquerait effectivement de connaître des glissements sérieux dans les jours à venir si on persiste à insister à appliquer l'inflation. Alfred, alors les produits agricoles sont en effet ceux qui connaissent les hausses les plus importantes. Pourtant, le secteur agricole contribue à environ 30% du PIB, mais l'agriculture reste majoritairement une agriculture de subsistance. Est-ce là finalement la raison de l'augmentation du prix de ces denrées? Mais Graziella, il y a 2 semaines, on vantait ici le fait qu'il y avait la croissance du PIB au Rwanda et j'émettais quelques réserves disant dans l'absolu c'est très bien, mais dans la réalité, c'est-à-dire dans le panier de la ménagère, ça ne se ressent pas. Et là, ces chiffres, justement, de l'inflation viennent le confirmer. Depuis le début de l'année, par rapport à 2016 ou il y a 3 ans, on voit effectivement qu'il y a cette hausse. Parce que, justement, l'économie rwandaise est essentiellement fondée sur, en tout cas alimentaire, sur l'économie de l'agriculture de subsistance. Avec ça, on ne va pas très loin. Ce qui fait que, tous les produits qui sont hors ce champ-là, qui sont importés, évidemment, coûtent extrêmement cher et donc la ménagère ne pouvant pas, avec ses revenus, y accéder, les prix augmentent tout naturellement. Donc il faut réorienter, je crois, les priorités économiques du Rwanda. Certes, il faut l'électrification, etc., mais c'est surtout vers la sécurité alimentaire d'abord, et la sécurité alimentaire, c'est créer des entreprises de grande taille, pas seulement des coopératives, mais des entreprises agricoles de grande taille, et puis financement de cette agriculture-là. Moi, je partagerais un peu le point de vue d'Alfred, étant donné que souvent, dans nos pays, on donne des chiffres élogieux, et le PIB a augmenté. Ça a été le cas en Algérie il y a 6 mois, on a débattu sur ce plateau. Mais après, ça montre les limites, effectivement, de nos économies, souvent fragilisées, et dont le pouvoir politique oriente, je dirais bien, des taux pour pouvoir stabiliser la tension sociale, la crise sociale. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte du cadre politicien pour faire en sorte que les demandes sociales puissent être résolues et qui puissent répondre aux attentes de nos populations. Et ce n'est pas le cas. Je suis tout à fait d'accord avec Ngebla. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait des critères et des indices réels, stables, factuels, qui montrent effectivement quelle est la réalité de la vie économique, sociale des citoyens, des peuples. Or, si on reste seulement sur les données macroéconomiques,
on n'est pas, on fausse justement tous ces résultats-là. Ça, c'est la preuve. Il faudrait peut-être un peu plus s'appuyer, par exemple, sur l'IDH, par exemple. Oui, l'indice de développement humain, c'est vrai, on peut s'appuyer sur cet indice-là, mais ça tient compte justement de ces paramètres-là. Est-ce que les gens y mangent à leurs soins? Est-ce qu'ils se soignent bien? Est-ce qu'ils vont à l'école, etc.? Est-ce qu'ils se déplacent? C'est tout ça qui intervient, justement. Les triptyques politique, économie, sociale doivent aller de pair. Forcément, il faut faire de la bonne économie, faire de la bonne politique pour améliorer la situation sociale. On a l'impression que dans nos pays africains, on ne prend pas compte de ces trois éléments, ce qui amène un déséquilibre entre les différents secteurs, que ce soit le secteur économique, le secteur social. Et donc, on n'est pas rassuré, comme le disait, et je partage également sa méfiance par rapport à aux économies africaines en général. Ouais. Merci, messieurs. 56 millions de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant du prêt que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Gambie pour aider le nouveau gouvernement à combler son déficit et à fournir des services publics de base. Alfred, 56 millions de dollars, est-ce suffisant pour aider un pays à se relever, un État comme la Gambie? Non, Graziella, ça ce sont des cacahuètes qu'on donne tout simplement pour apaiser, permettre de payer. Non, les besoins vraiment de la Gambie aujourd'hui sont chiffrés par certains experts à près de 90 milliards de dollars. Ça voudrait dire que pendant ces 20 dernières années, Yahya Jammeh a fait n'importe quoi à la tête de ce pays-là et aujourd'hui, l'État n'a pas d'argent dans les caisses et que donc est obligé de frapper à toutes les portes, en tout cas à toutes les bonnes volontés, pour l'aider justement à tenir le budget de cette année-ci, mais à payer les fonctionnaires et puis à pouvoir penser sereinement à l'avenir de ce pays-là. Monsieur Nguebla, quelles sont les priorités socio-économiques de la Gambie? Écoutez, la Gambie a plusieurs priorités depuis quand vous héritez un régime qui a fait 23 ans de règne, un régime de Yahya Jammeh marqué par la répression à l'encontre de sa population, qui a laissé une économie complètement en lambeaux, et qui a aussi un passif massif des droits de l'homme, des violations massives des droits de l'homme. Monsieur, le nouveau président hérite une situation catastrophique, d'où il est nécessaire qu'elle ait un appui institutionnel financier de la communauté internationale puisse quand même aider la Gambie à se relever. Mais de l'Union africaine aussi, de l'Union africaine de développement. Merci de me rappeler, effectivement, l'Union africaine est totalement absente. Nous, Africains, on tend souvent la main vers l'Europe ou bien vers les pays occidentaux. Il faut aller absolument que l'Union africaine et la sous-région, notamment la CEDEAO, puissent quand même accompagner la Gambie à sortir de cette situation totalement inédite et que les gens ont hérité une situation catastrophique. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions. C'est à présent à la fin de cette émission. Le dossier de ce vendredi sera consacré au bilan du Rwanda 20 ans après le génocide. Monsieur Makaila Gebla, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Simon qui vous remercie de m'avoir associé à vos réflexions, à vos débats. Je rappelle donc que vous êtes journaliste blogueur. Tout à fait. Alfred, merci à vous d'avoir été avec nous. Ça a été un bonheur, Graziella, d'être avec vous autour de ce plateau. À mes très chères téléspectatrices, merci de leur bienveillance. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants, le journal de la rédaction.